Donc, je suis Diana Garcia-Bernet, je suis ingénieure de recherche au LBE, Laboratoire des biotechnologies de l'environnement à Narbonne, donc où je travaille, je suis ingénieure en plateforme, donc je travaille plus sur des thématiques, enfin sur de la recherche appliquée. Mais donc j'ai une deuxième casquette, je suis euh, chargée des partenariats innovation pour le département Transform. Donc en fait, euh, je ne vais pas présenter INRAE. Désolée, la première partie de ma présentation est en anglais. Donc, en fait, INRAE, il y a les départements scientifiques, vraiment, donc, enfin, la recherche. Mais on a aussi une structuration, euh, un domaine d'innovation ou un grand champ d'innovation, puisque ça, c'est un peu plus l'offre d'INRAE vers nos partenaires, là, qu'ils soient industriels ou pas, hein. Donc, il y a 5 grands champs d'innovation, donc tout ce qui est la partie sciences animales, après sciences animales, sciences végétales, après on a tout ce qui est l'alimentation, santé, nutrition, un autre grand domaine qui est l'agroécologie, l'environnement, et le dernier, dont je suis la chargée des partenariats innovation, qui regroupe tout ce qui est bioraffinerie et bioprocédés, c'est-à-dire les applications non alimentaires. Voilà, c'est surtout ça la grande différence. Euh, Dans le département Transform, le département scientifique Transform auquel on appartient, il y a aussi donc SPO, il y a les applications alimentaires et puis les applications non alimentaires. Et c'est de ça que je vais donc vous parler. Enfin, aujourd'hui, je vais présenter donc rapidement en fait les compétences de ce domaine d'innovation. En fait, c'est vraiment proposer des solutions qui vont répondre aux besoins du marché, des différents marchés de la bioéconomie, mais évidemment avec une approche durable. Nous, on travaille sur presque toute la chaîne des valeurs, puisque quand on n'a pas les compétences, bah, on va les chercher chez nos collègues des autres départements INRAE, par exemple, sur tout ce qui est les biomasses, donc voilà, vers d'autres unités. Un petit peu donc nos compétences, des méthodes de caractérisation avancées. On travaille beaucoup sur le NIR, par exemple. On développe des méthodes rapides. La déconstruction de la biomasse, biocatalyse évidemment, la biotech environnementale et industrielle, fonctionnalisation, formulation, voilà les procédés enfin, downstream, quoi, séparation, purification, l'analyse environnementale et l'ACV, et puis la modélisation. Donc c'est les expertises de Transform. Donc ça, je vais peut-être repasser parce que bon, c'est un peu plus, ça décrit plus les marchés auxquels répondent les compétences de notre département et comment on peut travailler avec nous. C'est-à-dire qu'on peut proposer des recherches, des collaborations de la recherche fondamentale jusqu'au démonstrateur, et donc évidemment aussi des prestations de services et l'accès à nos plateformes. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour situer le département Transform et les compétences de ce domaine d'innovation bioraffinerie. Et donc aujourd'hui, pour parler de la valorisation enfin, alors j'ai mis co et sous-produits, parce qu'évidemment, il y a une différence, hein. Souvent, les gens utilisent le mot, enfin, les termes de façon un peu enfin, pour désigner la même chose, alors que c'est pas du tout la même chose. Et puis évidemment, on s'est parlé de déchets, puisque les coproduits, c'est tout ce qui est, par exemple, mais bon, vous le savez sans doute, je fais un petit rappel, ce sont des productions qui sont faites en même temps que le produit, mais qui ont quand même une cotation, par exemple, enfin, qui sont utilisées et qui ont pour la plupart une cotation comme par exemple les tourteaux de colza, quoi, les betteraves, etc.
Donc ça, c'est vraiment les coproduits, alors que les sous-produits n'ont pas de marché, enfin, n'ont pas le même statut, bien qu'on peut en effet les valoriser. Dernièrement, on dit beaucoup, oui, les déchets, c'est des ressources. Certes, mais un déchet, c'est un déchet. Il y a une réglementation qui définit bien ce qui est un déchet. Donc, en effet, on peut les valoriser, mais attention, enfin, les déchets, par exemple, d'origine animale, etc., on ne peut pas les valoriser comme on veut. Donc, un petit rappel de la distillerie vinicole en France. Donc, certains parmi vous et certaines parmi vous donc, connaissent. Donc, sans trop rentrer dans le détail, euh, c'est juste un rappel de l'évolution en fait de la distillerie ces 10-15 dernières années. Donc, au départ, elle produisait, enfin, uniquement, enfin, elle valorisait le marc euh, euh, qui était traité pour éviter le surpressurage et le valorisait quasiment exclusivement en alcool, alors que ces 10 dernières années, bah, il y a toute comme vous pouvez le voir, une multitude en fait des sorties, des produits qui sont aujourd'hui produits à partir donc enfin, issus des distilleries. Bon, l'huile de pépin, évidemment, d'alcool. Ensuite, il y a tout ce qui est les composés polyphénoliques, l'huile de pépin, aussi la biomasse résiduaire qui reste, qui va être utilisée dans les chaudières. Donc voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pense que c'est des choses que vous connaissez. Bon voilà, il y a énormément des sorties aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien rappeler parce que ça m'arrive encore de, de, de rencontrer des personnes qui disent, voilà, on a une super idée de projet, on va valoriser les déchets de la vinification, quoi, les marcs. Ben non, c'est pas un déchet. Justement, là, on est dans un cas où le marc n'a pas ce statut de coproduit, mais il est quand même valorisé à 100%, enfin quasiment. Je connais peu de schémas de traitement aussi circulaires que la distillerie, vraiment. Donc nous, on travaille on a plusieurs projets avec les distilleries. Donc un petit rappel des chiffres clés donc des productions de la distillerie. En fait, c'est vrai que là, c'est les coproduits et sous-produits vitivinicoles, hein, parce qu'on a on a à peu près 1 million d'étons par an de tout ce qui est les cèpes et les sarments de vigne, euh, qui sont il n'y a pas une filière de valorisation structurée existante. Ça veut dire qu'évidemment, elles sont très utilisées pour les grillades. On fait le retour au sol, évidemment, de cette biomasse lignocellulosique. Mais il y a quand même une valorisation récente en cosmétique, en chimie verte, en énergie, parce qu'il y a pas mal par exemple, Caudalie qui fait pas mal de communication là-dessus, mais c'est pas quelque chose encore de structuré, comparé, en fait, à tout ce qui est les sous-produits vinicoles, qui, eux, depuis un siècle, presque, eh ben, enfin, pour lesquels existe, pardon, une filière de valorisation structurée depuis longtemps, avec production d'alcool, des pigments, d'arômes, donc ce que je disais tout à l'heure. Donc voilà, donc c'est vrai que nous, quand on va travailler avec les distilleries, euh, enfin, j'ai envie de dire, on apprend beaucoup parce que eux, ils sont déjà un savoir-faire euh, qui est voilà impressionnant, hein, et donc ça marche bien, quoi. Vous me dites hein, si vous avez des questions. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter deux projets de recherche qu'on mène avec la filière de la distillerie. Donc là, je reprends un petit peu donc par rapport enfin, au slide précédent. Donc en fait, donc vous voyez, donc ce sont ce qu'on retrouve, donc ce sont les mares euh, qu'on va récupérer, hein, une fois qu'ils sont été
traité à la distillerie. Donc, ça veut dire on a fait, ça c'est le schéma donc, des valorisations des marcs à la distillerie. Donc, on fait de la piquette. Alors, il y a différentes façons d'extraire l'alcool des piquettes, donc des marcs, pardon. Donc, en général, on fait deux types des piquettes. Donc, on fait soit une piquette qui est enfin, dans laquelle on ne met pas de sulfite parce qu'on va extraire, on va valoriser l'alcool. Donc, c'est la partie d'en haut. Et avec une production de vinasse suite à la distillation. Ou alors, on fait ce qu'on appelle la piquette colorée. Et là, on met des sulfites. En fait, c'est le procédé d'extraction pour extraire donc les extraits phénoliques. Là, je parle pas des piquettes de blanc. Je suis vraiment que dans le rouge, mais il y a aussi une autre valorisation. Et en fait, nous, on travaille avec la distillerie, donc dans ce procédé bon, qui est très, très, très simplifié. Donc, on travaille à différents endroits. Donc, soit pour améliorer l'extraction, ou par exemple réduire l'ajout des sulfites, améliorer la qualité, notamment lors de la conservation, augmenter la valeur ajoutée du produit final, ou aussi on s'intéresse au retour au sol en fait des mares qui ont été des mares épuisées quoi, après l'extraction des colorants et de l'alcool. Et donc là, le premier projet que je vais vous présenter, donc c'est bon, je ne vous donne pas tous les détails parce qu'évidemment, il y a des résultats qui sont confidentiels. Donc ça, c'est un premier projet qui s'appelle Colorant, dont l'objectif était d'étudier, d'essayer de développer une extraction optimisée d'anthocyane. Donc à partir l'anthocyane étant donc c'est les molécules responsables de cette couleur rouge, voilà, qui sont présentes dans le récent. Et donc d'essayer de trouver une méthode d'extraction optimisée et en même temps travailler sur la fonctionnalisation de ces anthocyanes extraites. Bon, là, c'est des choses que vous connaissez. Donc, il y a une quantité énorme d'anthocyanes naturels présentes dans la nature, hein, que ce soit dans les fruits, les légumes, les fleurs. Des couleurs qui varient parce que c'est en fonction du pH, on va aller plutôt vers le bleu, soit vers les rouges, mais qui sont peu stables en fait, hors des milieux naturels. Donc ça, c'était on va dire, c'est un des verrous en fait à leur valorisation, c'est que si on est en dehors du pH auquel l'anthocyane stable ou dans son milieu, ah bah, on perd la couleur. Donc, ils ont des propriétés, en plus de la couleur, des propriétés antioxydantes, antimicrobiennes, angiogéniques, pardon. Et donc, ça veut dire qu'il y a un intérêt, en fait, pour valoriser ces anthocyanes au-delà de la couleur, qui est donc le colorant agroalimentaire un des plus utilisés, qui est le E163. Donc, et admis en cosmétique. Et donc, en fait, donc ça, c'est ce que j'ai oublié de dire, c'est que donc c'est un projet qui est en collaboration entre différentes unités INRAE. Donc, il y a l'unité phare à Reims qui travaille beaucoup sur tout ce qui est bon, les pré-traitements de la biomasse, des déconstructions de biomasse, mais dans ce cas précis, c'est leur compétence en enzymes qui ont été donc qui sont amenés au projet les compétences enzymatiques, enfin sur les enzymes, pardon. Donc le LBE, donc l'unité où je suis, qui elle, nous on travaille plutôt sur les pré-traitements, et l'unité ESCUPOV à Avignon qui travaille plutôt sur les aspects plus nutrition et caractéristiques en fait des molécules, notamment les molécules phénoliques.
Et en fait, ce qu'on a remarqué, donc ça c'est le résultat de la biblio, c'est qu'il y a une stabilité accrue pour les synthociens acylés. Et c'est pour ça que donc on s'est intéressé. Donc le procédé était, mais je vois, je me dépêche parce que sinon ça va être trop long. Donc en fait, c'est que donc on s'est demandé, la question c'était si on pouvait pas réaliser en fait une acylation, si une acylation par voie enzymatique des synthociens ne permettrait pas en fait une stabilité, donc c'est une meilleure stabilité des synthociens. Donc on est parti de là. Et donc, en partant donc, du marc de la distillerie, donc il y avait deux choses, voilà, c'est ce que je vous l'ai dit, pardon. C'est la première, c'est une méthode alternative d'extraction en diminuant l'ajout des sulfites, c'est-à-dire par un traitement par micro-ondes, et donc l'acylation de ces synthocyanes ainsi produites. Donc en fait, voilà, donc on a réalisé des tests, je ne vais pas tous les détailler, mais on a réalisé plusieurs tests, essais des traitements par micro-ondes dans des conditions douces des températures, bien sûr, parce qu'au-delà de 70 degrés, on va les dénaturer. Et donc ça, c'était la première étape. Et la deuxième étape, c'était donc regarder les caractéristiques de ces synthocyanes acylés par acylation enzymatique. Bon, là, on a réussi donc avec on a optimisé les conditions pour obtenir des extractions qui étaient meilleures, par exemple, à ceux qu'on obtient avec les conditions de la distillerie, ça veut dire avec 1 gramme par litre de sulfite. Et donc là, on devait réaliser des tests pour coupler en fait faire une extraction micro-ondes enzymatique, mais on ne les a pas faites. Donc ensuite, côté phare, donc on a vu qu'il y a quand même, bon, c'est pas étonnant, on a une importance du choix des lysines, de la dose et la durée d'extraction. On a réussi aussi à optimiser des conditions de façon à obtenir donc une extraction enzymatique qui est quand même efficace et qui préserve surtout la qualité des synthocyanes extraits. Bon, les rendements ne sont pas encore, on va dire, ce qu'on souhaiterait, mais voilà. Donc, on a réussi vraiment à conserver cette stabilité. Voilà, donc le rendement d'acylation, il est de 60%. Donc, il n'est pas encore, au point. Donc ça, c'est un premier exemple donc d'études enfin de projets qu'on a fait aussi donc en collaboration avec une distillerie. C'est vrai que j'ai oublié de le mentionner, mais on le verra après dans le deuxième projet que je vais présenter. On travaille avec une distillerie, une petite distillerie euh, d'ici de l'Aude, donc qui est la distillerie Sud Languedoc, qui réunit en fait la distillerie de Sijan et la distillerie d'Ornesson. Donc voilà, donc c'est toujours avec eux, c'est eux qui nous fournissent un marc. Donc on va toujours leur poser des questions pour ne pas être en fait à côté de la plaque dans ce qu'on va proposer, quoi. Et donc le deuxième exemple que je voulais donner, donc c'est un peu plus, si vous vous rappelez, dans le schéma des valorisations, c'est un peu plus vraiment à la fin, en aval, enfin à la fin de la filière, c'est le retour au sol en fait des mares, et pas que des mares. On va le voir en fait, c'est la valorisation agronomique des résidus en fait. Là pour le coup, c'est les résidus, ce qui sort de la distillerie. Puisque ce qu'on a vu, c'est que les mares, souvent, une fois qu'ils ont été épuisés, donc ça veut dire qu'on a extrait les colorants, l'alcool, etc., ils vont être encore valorisés. Soit une partie va partir à la chaudière biomasse, surtout tout ce qui sont les particules les plus fines, et le reste va aller pour produire du compost. Parce que le compost de marc, c'est un compost qui est très recherché,
déjà par les adhérents de la distillerie, parce que ça leur permet, ça c'est vraiment un problème des terres, enfin, ici dans l'arc méditerranéen, c'est que les terres, les sols sont très pauvres en matière organique, et donc bah, le compost, ça fait du bien, quoi. Donc c'est quelque chose qui est fait déjà actuellement, donc ce retour au sol démarre. Euh, mais en fait, la distillerie Sud Languedoc se posait la question de qu'est-ce qui se passerait en fait avec l'ajout d'une brique technologique, c'est-à-dire la méthanisation. Aujourd'hui, donc à gauche, vous voyez bah, la distillerie fait du compost avec le marc épuisé, avec pas la vinasse, enfin la vinasse, elle est traitée par évaporation dans des lagunes et après le résidu sec, il va vers le compost et aussi des déchets verts. Donc en fait, la distillerie, elle produit un compost qui est homologué. Donc, pour la distillerie, là, la question, enfin, c'était très important pour elle parce qu'elle veut mettre en place un système de méthanisation, mais elle dit, est-ce que si je fais l'ajout de cette brique technologique de méthanisation, est-ce que je vais continuer à avoir un compost homologué? Parce qu'évidemment, sinon, bah, c'est un peu, enfin, c'est peut-être pas la peine. Et la deuxième question était comparer la diversité microbienne de ces composts, en fait, voir s'il y avait un effet qu'on espérait positif de ce compost sur les sols. Enfin, voilà. Donc, c'était ça les deux objectifs. Donc, en fait, on a fait des tests d'abord donc un laboratoire, on a produit, on a travaillé sur le marc de raisin épuisé, donc on a réduit, on a fait donc la méthanisation hybride. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce réacteur que vous voyez là, ce bioréacteur, il est rempli de marc épuisé et en fait, il y a la vinasse. Donc, il y a les deux, donc c'est voie liquide et solide et pépiné ou pas, puisqu'évidemment la distillerie épépine pour extraire l'huile de raisin. Et ensuite, ce digestat, c'est ce qu'on appelle le digestat, c'est issu de la méthanisation. Il est composté dans un banc de compostage qu'on a développé qui permet en fait de miniaturiser, de reproduire dans l'échelle labo, il y a 3 ou 5 litres, je crois, bah, un procédé de compostage. Et ensuite, le compost, il est ensuite, bon, il est enfin, maturé. Et il y a eu même, enfin, on peut réaliser à l'échelle labo des incubations sur sol qui a été prélevé, mais aussi on l'a fait sur des parcelles chez des viticulteurs. Donc on l'a fait à échelle labo et à échelle euh, réelle, quoi. Donc voilà, donc il y a deux aspects. Bon, je ne vais pas présenter tous les résultats parce que ça a été très long, c'est sur 24 mois. Deux aspects étudiés à court terme. Donc, je disais la microbiote du sol et la structure du sol via la taille des agrégats. Trois conditions. En fait, on a fait varier. Bon, il y avait le témoin, donc le compost enfin, issu directement du compostage, et des mélanges, des composts marc digestat, en fait. Donc, ce digestat issu du bioréacteur et aussi le compost produit par la distillerie, avec voilà, bon, des prélèvements. Et à la fin, en fait, donc on a comparé le bilan carbone des deux filières. Donc il y a une petite différence parce qu'évidemment, il y a une enfin, on rajoute en plus ici la vinasse avant de la mettre en méthanisation, enfin avant d'envoyer en méthanisation le marc. Et donc, on le composte après. Et donc, en fait, bon, oui, on a on a quand même des différences dans le bilan total à la fin. Mais en réalité, lorsqu'on a testé ce compost, la qualité donc, du compost sur les sols, donc en fait,
je vais trop vite, évidemment, il y a tous les résultats. Si ça vous intéresse, vous pouvez contacter ma collègue Julie Jiménez. Donc, on a vu surtout qu'il n'y a pas, on n'a pas observé d'impact de l'ajout du digestat sur la qualité agronomique du compost, donc mis à part sous la ténor finale en azote. Les produits donc, sont de qualité homogène et il n'y a pas d'impact sur les communautés microbiennes au niveau du compost du sol. Donc là, là maintenant, les analyses sont finies. Et donc, on a en fait un amendement organique avec un effet structurant sur le sol comme le compost. Donc, en fait, au final, ma collègue chercheuse, elle était un peu déçue parce qu'elle s'attendait à trouver des résultats différents, super intéressants pour aller creuser. Mais la distillerie, le directeur de la distillerie, bah, lui, il était content parce qu'il s'est dit, en fait, si je mets une brique de méthanisation, bah, je vais pouvoir produire du méthane que je vais utiliser et je vais quand même retrouver un compost digestat qui a les mêmes, ou presque les mêmes caractéristiques que son compost. Mais évidemment, il va falloir euh, faire l'homologation et tout ça. Et voilà, et je pense que c'est tout.